You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Aujourd'hui, nous sommes bien entendu dans une rubrique Humana. Je n'ai hélas pas avec moi Estelle Mantior et Lauriane, mais on pense très fort à elle. Et vous allez entendre dans quelques instants une petite intro qui vous rappelle ce qu'est Humana avec la voix d'Estelle. Qu'est-ce qu'on essaie de créer finalement avec cette communauté ? Humana, c'est une communauté qui a été reprise il y a 2 ans par Lauriane, Michel et moi, qui a pour but vraiment d'organiser des événements pour des RH, mais pas que, sur des thèmes qui vont intéresser un public qui vient des ressources humaines. Mais on est ouvert vraiment à la participation de tout type de profil parce qu'on se veut justement très ouvert et très inclusif avec toute personne qui finalement s'intéresse à ces sujets. On a 3 mots-clés, c'est le fun. Il y a toujours un apéro qui est offert par Q7 Leader et on a la chance d'avoir une salle aussi grâce à notre partenaire Transforma. Il y a la collaboration, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'échange, il va y avoir une dynamique. Et puis, notre espoir, c'est que chaque participant parte de la session avec vraiment quelque chose qu'il va pouvoir intégrer dans sa pratique dès le lendemain. Et ça tombe bien, c'est un vendredi. Pour mettre ça en place au travail et peut-être éventuellement discuter de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a appris durant la session. Voilà, à mon micro, j'ai un invité qui sera notre prochain intervenant pour le 12 février 2026 chez Transforma à Bruxelles. Alex, mais en fait son vrai nom c'est Alexandre. N'en dis pas trop parce que j'ai une question fétiche pour briser la glace et faire connaissance. Mais d'abord, présente-toi. Très bien, écoute, merci pour cette introduction. Je m'appelle donc Alexandre Tilmans. Des personnes m'appellent aussi Alex, je trouve ça très sympathique, donc c'est bon aussi pour moi. Père de 2 enfants et j'exerce comme profession le métier de coach professionnel, formateur en entreprise et je n'en dis pas plus. T'as bien compris mon idée. J'ai une question rituelle de début de podcast qui est le rêve d'adolescent. Depuis ton rêve d'ado, à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé et surtout, es-tu aligné avec ce rêve d'ado ? En fait, je dirais que j'en avais 2. Donc le premier que j'avais, c'était de devenir vendeur de GSM. Ça, c'était mon rêve quand je sortais des primaires. Parce que mon père avait un ami qui était entre autres vendeur de GSM. Et la seule fois où je suis allé dans son magasin, il jouait à l'arrière-boutique aux jeux vidéo. Et je me suis dit, c'est un métier fantastique. En fait, on dit qu'on vend des GSM, mais en arrière-boutique, on joue toute la journée aux jeux vidéo. Il avait l'air de gagner assez bien sa vie. J'ai fait une association comme ça d'idées. Et en plus, ce qu'il y avait, c'est qu'il me semblait qu'il aidait les gens. En tout cas, il leur apportait ce qu'ils avaient envie. Et donc, je trouvais qu'il y avait du service, de l'amusement. Ça me semblait être un bon duo. Et puis, avec le temps qui est passé, plus un rêve, je dirais, de solutionner les conflits dans le monde, amener de la paix dans le monde entier. Côté utopiste. Exactement. Le côté diplomate, diplomatique, médiateur. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, je dirais que j'essaye en tout cas, à chaque fois que j'ai la possibilité de croiser quelqu'un qui souhaite bénéficier de mes services, j'essaye qu'il puisse repartir en étant satisfait ou elle puisse repartir en étant satisfaite. Je dirais pas que je joue aux jeux vidéo en arrière-boutique, mais je suis heureux à chaque fois que je peux exercer mon métier, donc ça c'est bien. Et c'est l'essentiel. Tout à fait. Et alors au niveau de la paix, là ça fait 2 ans que je me suis lancé dans le parcours de médiateur pour être médiateur accrédité en Belgique. Ça, je trouve vraiment que ça m'ajoute une corde à mon arc de pouvoir, voilà, à mon échelle, petit à petit, pouvoir améliorer certaines relations humaines et pour moi, ça a beaucoup de sens. Est-ce que ton rêve d'ado t'avait guidé vers un choix d'études et un début de carrière spécifique ? Oui, sûrement, parce que vraiment, en primaire, je dirais, secondaire, moi, il y a toujours eu ce côté vendeur. Donc, vendeur de GSM est devenu un peu plus vendeur, mais plus dans le sens relationnel du terme. En fait, je voulais être en interaction avec les gens et moi, ce qui m'a toujours fasciné dans le côté vendeur, c'est le fait de pouvoir répondre à un besoin d'une personne. Et en fait, de voir le sourire d'une personne en face de moi. Je pense que c'est ça qui m'a toujours motivé. De dire, ouais, il y a quelqu'un qui arrive et elle peut repartir avec le sourire. En me renseignant, j'étais au courant qu'il y avait plusieurs écoles qui existaient à Bruxelles, qui étaient assez réputées pour le côté commercial. J'ai choisi Solvay, donc à l'ULB, pour le côté ingénieur de gestion, qui me semblait être un chouette domaine, parce qu'il y avait à la fois le côté commercial, mais c'était aussi assez englobant, parce qu'il y avait aussi tout le côté ingénieur. Tu t'es lancé finalement dans une activité de coaching quand ? Parce que les auditeurs ne le voient pas, mais quand tu étais en train de me parler, il y avait ton sourire banane déjà. On sent qu'il y a une passion. Et puis on se dit, tiens, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Là maintenant, j'ai trouvé ma vocation. C'est je vais ça. travailler avec moi-même. Et je vais être quoi, coach ? C'est ça. Après mes études, comme j'avais fait plusieurs stages, j'avais un peu d'argent de côté, je suis parti voyager pendant 6 mois. Ensuite, j'ai commencé dans une société qui s'appelle Ormit, qui était une société qui me plaçait en fait dans une autre société qui était BNP. Il y avait ce qu'on appelait les traineeships. Donc en fait, c'était un parcours sur 1 an et demi où tu es formé avec des postes différents. Voilà. Et à la fin, le but était de devenir gestionnaire de relations, account manager pour des sociétés de taille moyenne. Et ce qui était génial chez Ormit, c'est qu'il y avait le côté humain. Donc eux disaient, nous, on est des psys et des coachs. On va former les personnes du traineeship à développer leurs compétences humaines, ce qui n'est pas la spécialité de BNP. Et BNP s'occupe de tout l'aspect plutôt hard skills, donc finance, etc. Et donc j'ai fait ça jusqu'en fin 2019. Et en fait, en 2019, je me suis rendu compte, j'aimais beaucoup travailler en fait. Mais il y a un moment où je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai découvert moi qu'il existait des ouvrages, des livres, écrits par des experts dans n'importe quel sujet, notamment la psychologie. Et en fait, j'ai commencé à me dire, moi j'aimerais tellement pouvoir lire sur la psychologie.
Et c'est là que je me suis fait moi-même accompagner pour ensuite décider de démissionner et de passer en fait un an et demi à juste lire sur la psychologie, la philosophie. Et c'est à ce moment-là, en fait, en devenant coach de football, par hasard, que j'ai coaché dans mon équipe, c'était une équipe de femmes, une dame qui était coach qui m'a dit « Tiens, est-ce que tu t'intéresserais pas au coaching ?» Et c'est là que tout a démarré. Et donc, pour répondre à ta question, je pense qu'on était en 2021, quelque chose comme ça. Certifié coach, ICF. Alors, à ce moment-là, j'ai démarré le processus et le processus de certification durait quand même encore un peu moins d'un an. Ils appellent pas ça encore une certification, c'est plutôt une sorte de diplôme qui atteste que tu as suivi des heures de formation accréditée ICF. Et puis, c'est au terme de, pour le premier niveau, 100 heures de pratique, que tu peux avoir ton premier niveau de certification avec un examen pratique, un examen théorique en plus. Ça devait être en 2022 que j'ai eu ma première certification, je dirais. Donc, tu es encore en chemin. Encore au chemin. Maintenant, entre-temps, là, on est en 2026. J'ai plus de 2000 heures. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai déjà eu... Ça va vite. Bah, j'adore, en fait. Moi, si je pouvais coacher Mais tous je le les vois à jours, ton tout le temps, sourire, ouais, en fait. j'adore. J'ai eu le niveau 2 qui requiert 500 heures. Et là, le prochain chemin sur lequel je suis en train de marcher, c'est le niveau 3 qui requiert 2500 heures. Mais au-delà de la pratique, c'est surtout l'examen qui est ultra difficile. Alors, tu vas intervenir pour le sujet de coaching en entreprise le 12 février 2026 chez Transforma à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. C'est quand même assez vaste comme domaine. Est-ce que toi, tu as ta boîte à outils personnelle? Sans vouloir dire que c'est la seule façon de coacher qui existe, la façon d'être et l'éthique, c'est le coaching ICF qui vient de l'International Coaching Federation, qui a un code éthique auquel j'adhère et dans lequel je m'aligne en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de sens par rapport à ça. Et donc je dirais qu'avant tout, c'est du coaching ICF, donc c'est sans conseil, coacher sur certains sujets aussi, pas sur d'autres par exemple. Et puis il y a surtout une posture. Et je pense que pour répondre à ta C'est ça question, dont on parle. Hein. Ouais. Exactement. Je pense que la posture, tu l'as dit, je suis quelqu'un, je dirais, qui me définit assez enthousiaste. Moi, j'aime être dans le sourire, une sorte de légèreté, même si on peut aller dans des sujets plus profonds, que ça soit amené avec une certaine énergie potentielle. Je pense qu'il y a ce côté clairement... J'essaie d'amener une sorte d'énergie positive, même si parfois, l'énergie peut bien sûr être plus Faire sereine, un on va dire. down. Voilà, exactement. Et puis, j'ai aussi fait un parcours de PNL. Le PNL, j'apprécie beaucoup avec la visualisation, beaucoup jouer sur la façon dont les personnes pensent pour éventuellement amener à penser différemment, pour atteindre leurs objectifs. Et puis, j'affectionne particulièrement un test qui s'appelle le Clifton Strengths, qui met le doigt sur les talents des personnes pour après pouvoir les utiliser. Et donc, comme tu l'as compris... C'est en lien avec ma question du rêve d'adolescent. Exactement. Et en fait, je trouve que c'est ultra positif. Tu vois, même dans des conflits, pouvoir voir les autres à travers leurs talents et pas leurs pièges, moi, ça me parle énormément. Donc, je dirais, ce côté talent est un mot-clé que j'emploie pas mal dans mes animations d'équipe ou de coaching individuel. En plus d'une présence, petite parenthèse aussi, j'ai fait plusieurs fois les retraites de méditation Vipassana. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui m'a amené énormément. Parce que justement, comme je sais que j'ai une énergie assez enthousiaste, le piège, c'est parfois il y a une sorte d'énergie, parfois un peu débordante. Et en fait, la méditation m'a aussi permis d'être dans une énergie tout à fait différente, beaucoup plus posée, et qui m'aide aussi beaucoup en coaching. Parce que parfois, on a ces moments beaucoup plus silencieux, où il y a des choses, parfois qu'on ne sait pas expliquer qui se passent. Regarde, par exemple, tu y penses, et inconsciemment, sans même te rendre compte, les auditeurs et auditrices auront entendu que tu as changé ton rythme de voix et ton débit de parole, C'est et ça. tu instaures des pauses spontanément et inconsciemment. Exactement. Ça change totalement tout. En identifiant les challenges qui se passent en entreprise, quels sont les publics qui seront intéressés de venir à cette soirée? Généralement, il y a deux types de coaching, je dirais. En gros, donc si je ne parle pas du coaching d'équipe, je parle du coaching individuel. Il y a du coaching génératif et curatif. Donc, c'est-à-dire que parfois, on peut voir des groupes de talents ou des personnes qui ont été identifiées comme ayant un haut potentiel, qui vont être accompagnées, faisant partie de leur programme de développement, parce qu'on se dit, waouh, ces personnes ont du gros potentiel, et on va essayer de les accompagner encore plus pour pouvoir exploiter. leur permettre de briller encore plus. Donc ça, c'est une partie. Et puis, il y a ce qu'on va appeler du coaching curatif, c'est-à-dire que là, que ce soit le management ou les ressources humaines, ou même des collaborateurs vont identifier chez des personnes des Problématiques relationnelles? relationnelles ou comportementales. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien le mettre en avant, c'est quand même aussi un investissement de part de société de financer aussi l'accompagnement quand il y a des problèmes. Parce que parfois, ça c'est vraiment un des pièges les plus courants et ce qu'il faut absolument éviter dès le départ avec l'entretien préalable, c'est que le coaching soit vu comme une sorte de punition. Ça n'est pas du tout une punition. Moi, je vais accompagner la personne pour qu'elle puisse avancer une direction qui a du sens pour elle et qui va s'aligner avec les objectifs de la société. On va laisser les petites pierres dans la boîte qui se percutent les unes les autres quand on secoue la boîte. Exactement. Voilà. Ouais. C'est resté dans un cadre, mais qui a quand même du sens par rapport à la personne qui est accompagnée. Est-ce que tu vas aussi intervenir quand une entreprise veut changer les valeurs et l'ADN de la boîte? Ça arrive, mais je dirais que moi, je l'ai moins vécu en coaching individuel. Ça va plutôt être alors en facilitation de groupe, en coaching d'équipe. Et c'est quoi les grosses problématiques alors? Là où ça coince souvent? Là où tu te dis, là, il y a du boulot, hein, les gars. Ça va être soit, comme tu le disais, donc soit relationnel, une plainte par rapport à un manager qui va apparemment se comporter ou communiquer d'une manière qui ne soutient pas l'équipe ou qui crée des problèmes. Là, il y a tout le jeu de faire en sorte que le manager puisse ou la manager puisse le reconnaître, l'observer et ait envie de travailler dessus.
parce qu'elle n'a pas envie de travailler dessus, du coup, le coaching sans l'OSF va être compliqué parce qu'on ne peut pas forcer dans une direction que la personne ne veut pas. Ça, c'est une possibilité. Ou bien alors, ça va être des problématiques comportementales. Une personne qui, peut-être, ne fait pas son travail de la manière dont on attend d'elle ou de lui. Et là, je trouve que c'est fantastique, les sociétés qui vont tout de même investir du coaching pour dire, voilà, cette personne n'a pour le moment pas un travail satisfaisant, mais on croit toujours en elle, ou en tout cas, on sent qu'on a envie de lui laisser une chance. On va lui proposer 2-3 séances, parce qu'un licenciement ou un changement, déjà, ça coûte, ça prend du temps, ça a des impacts psychologiques, organisationnels. À ce moment-là, le coaching peut être aussi une solution qui peut avoir énormément d'avantages. Il t'arrive d'être coach pour des situations, justement, où on fait des licenciements plus massifs parce qu'il y a une restructuration et on se dit, leur donner un coaching qu'on va financer va permettre un peu de les aider à rebondir. Est-ce que les entreprises qui ont cette démarche? Oui, ça existe. Donc, soit je suis contacté par la société directement, soit par les personnes qui ont été licenciées, qui ont alors un budget coaching et qui me trouvent et qui, en fait, me contactent. Ça rentre dans le plan Renault, etc. Voilà, par exemple, qui me contactent directement, disent, voilà, ils disent, j'ai un budget de telle ou telle manière après mon licenciement, ma fin de contrat, donc j'ai droit à X séances ou j'ai un budget de X pour pouvoir trouver autre chose. Ce sont des personnes, en fonction des cas, qui peuvent être plus ou moins déstabilisées psychologiquement. Parfois, on ne va pas directement travailler sur la direction, mais plutôt sur le ressenti, de retrouver la confiance en elle. Soi. Voilà, revaloriser tout ce qui a été fait, même si la conjoncture n'est plus assez bonne, et pour qu'elle puisse retrouver un nouvel élan. Ça t'arrive peut-être de parfois dire, on va d'abord aller voir un thérapeute et puis moi j'interviens après? J'en ai déjà eu, bien sûr, mais j'en ai pas souvent. Parce que, bien sûr, comme je vois la différence entre la thérapie et le coaching, c'est que mes questions vont être essentiellement ciblées sur le présent et le futur. Tandis que la thérapie, selon ma définition, va être aussi en partie sur le passé. Quelqu'un qui vient me voir, il me dit « j'aimerais bien travailler sur ma confiance en moi », je me dis pas directement « attention, thérapie ». Et j'envoie toujours une description sur mon site de mon approche. Comme ça, la personne peut lire et n'est pas surprise qu'on va surtout travailler au présent et au futur. C'est pas que le passé n'est pas important, c'est simplement que mon expertise ne relève pas dans le pourquoi, mais plutôt dans essayer de comprendre comment tu penses aujourd'hui et voir ensemble comment il serait possible de penser, de ressentir différemment pour te permettre d'atteindre ton objectif. Et ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est pas courant. Si jamais on sent qu'on tourne en rond 2-3 séances, voilà, c'est le verbaliser, dire peut-être qu'il serait bon de tester une approche différente qui pourrait, je le souhaite, je te le souhaite. Avec bienveillance. Voilà, oui, et ça se passe, franchement, ça se passe toujours très très bien. Quand on fait ton métier, qu'on a autant d'heures de coaching derrière soi et qu'on va en entreprise, on va vite se rendre compte que derrière ces premiers réglages, tu sais qu'en amont, il y a peut-être des problématiques plus importantes. Ça peut être au niveau du CIO, ça peut être au niveau de la culture d'entreprise, au niveau de ce qu'attendent les actionnaires qui rentrent en conflit d'intérêt avec le patron de l'entreprise, avec les coachs et RH. Le RH lui-même tiraillé entre un business partner, un manager et le candidat qu'il doit protéger en restant humain. C'est pas un rôle facile, on l'oublie trop souvent. À un moment donné, le coach qui intervient en entreprise, je me dis, il fait les constats et il doit prendre du recul, avoir une approche holistique et se dire « Waouh, il y a un problème plus général ». Tu remontes ce genre d'informations. Est-ce que tu es amené à devoir te poser des questions là-dessus? Bien sûr, parce qu'il y a parfois des coachings que je fais où je constate que la problématique, c'est pas l'individu. C'est ça, tu connais la zone de contrôle, la zone d'influence. Et en fait, tu vois la personne, on va lui dire, voilà, diminue ton stress. Et en fait, on va observer la personne. Le principal, c'est de créer une relation de confiance et de sécurité et de confidentialité. C'est la clé, oui. Voilà. Et donc là, les personnes, parfois, on a notre première séance ensemble, elles font dans l'arme. Parce qu'en fait, elles n'ont jamais pu se sentir aussi à l'aise et aussi en sécurité pour exprimer ce qui se passe vraiment. Parce qu'en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Tu vois, les personnes n'osent pas en fait dire ce qui se passe vraiment. Ou alors tout le monde le voit, mais... C'est le premier thermomètre d'ailleurs. Exactement. Là, parfois, on se dit, waouh, ok, mais en fait, c'est le management qui pose problème. Le management est là. La personne coachée n'a pas le pouvoir de changer son management. Là, on a plusieurs possibilités. C'est encore une fois la personne coachée qui choisit. C'est, ok, pour gérer ton stress, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on travaille sur toi pour faire en sorte que la situation t'impacte moins? On va travailler sur ce qui fait que la situation t'impacte, ou bien est-ce qu'on va travailler sur les actions que tu peux mettre en place pour tenter d'influencer la situation, sachant qu'on ne se pourra jamais être certain que la situation change. Mais toi, tu peux pas te retourner vers le manager et dire je vais te coacher. Éthiquement ou au niveau de conflit d'intérêt, moi je peux pas coacher son manager direct. Je te provoque. Ouais, non, mais c'est intéressant aussi. Moi je peux pas coacher son manager. Et l'autre chose, c'est que je suis tenu par la confidentialité. Là, c'est très compliqué, parce que ça m'arrive parfois, on me demande comment ça se passe, mais on veut plus d'infos. Mais par ma question, je voulais mettre en évidence que ce métier que tu fais n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on est tiraillé entre les constats qu'on fait, l'envie, l'impulsion qu'on a envie de donner pour, comme tu l'as dit, tu veux résoudre des problèmes. Tu veux ramener des sourires. Exactement. Et c'est challenge, tu veux ramener des sourires, puis t'as qu'une partie qui peut agir et que l'autre, elle est tenaillée par les contractuels et les tenants aboutissants de ta situation. Tu vois, donc voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport à ça. Et ça mène vers un autre clin d'œil. Est-ce que tu as le sentiment, parfois, les entreprises se disent, on en a soupé les coachs, on voudrait passer à autre chose? Parce que le mot, malheureusement, marketing, coach, a aussi une influence aussi par son poids. Oui, alors, je suis encore jeune, donc je ne sais pas comparer le coaching à il y a 20 ans ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, depuis que j'ai commencé, ça fait depuis 6 ans que je suis en contact avec le coaching, je dirais franchement que j'ai l'impression que l'image, de mon expérience, que l'image s'est même améliorée, je dirais.
Avant, je devais beaucoup plus expliquer ce que c'était le Convaincre. coaching. Ouais, Mhm. une personne sur deux m'aurait dit « Oui, coaching de quoi ?» Aujourd'hui, j'entends beaucoup plus de personnes qui disent « Waouh, c'est chouette !» C'est intégré enfin. Ouais, d'une manière positive. Je pense que les fédérations de coaching font aussi un bon travail. Les écoles qui donnent des formations de coaching, je pense que peut-être que de plus en plus, les pratiques qui peut-être amenées à des dérives diminuent. Et maintenant, il reste en place les compétences ou les approches qui ont porté leurs fruits. Oui, il y a beaucoup de coachs. Après, en fait, chaque personne est différente. Comme chaque session de coaching est différente, je pense que c'est beaucoup une question de relationnel avant tout. Après, c'est une question aussi pour les entreprises. Il y a aussi un objectif de return, de retour sur investissement, entre guillemets. Si, je sais pas, tu fais une formation ou un coaching, que les gens sortent tous avec le sourire en disant, ou même pas seulement avec le sourire, mais qui disent en tout cas qu'ils ont appris des choses, c'était Ou de intéressant. juste merci. Voilà. Et les personnes en charge se disent, ah ben c'est intéressant. Moi, j'aimerais que toutes les interventions qu'on fasse se terminent comme ça, qu'on est recontacté. Je pense que faire en sorte que les personnes qu'on accompagne, que ce soit en groupe, en équipe ou individuellement, soient satisfaites à la fin de l'animation ou de l'intervention. Ça je pense t'amène que des c'est le clients mieux. privés aussi? Oui, Ça beaucoup, ouais, d'accord. beaucoup. Ouais, ouais. C'est quel pourcentage, si on devait, si je ne veux pas être indiscret, mais si on devait se dire, tiens, dans ma vie, dans mon emploi du temps de coach, c'est autant de pourcents de privé, autant de pourcents d'entreprise. Je dirais 50-50. Donc il y a un vrai besoin dans les entreprises. En fait, mon site amène pas mal de personnes privées, donc des particuliers, aussi un peu d'entreprises. Et puis autrement, les entreprises, c'est vraiment beaucoup plus le bouche à oreille, les personnes qu'on contacte. Pour revenir à notre soirée du 12 Ouais. février, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux HR, aux personnes qui s'intéressent aux ressources humaines, aux patrons, aux coachs, à toutes les personnes qui s'intéressent à l'humain et au relationnel humain dans le travail et qui seraient intéressées de venir à nos soirées? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire qu'ils vont apprendre? En fait, mon grand challenge pour cette soirée, j'en parlais avec Estelle, c'est que j'imagine qu'il va y avoir des personnes avec des niveaux différents en Oui. compétences de coaching. C'est très Donc c'est varié. ça, la durée est assez courte, 1h30, 1h45, et le public peut avoir un niveau de coaching très hétérogène. Ouais. Moi, mon challenge, T'es pas en zone de confort. en fait, Clairement. j'ai envie de faire en sorte que peu importe le niveau qu'on peut avoir de coaching, même si on a 10 000 heures ou qu'on ne sait même pas ce que c'est le coaching, qu'on ressort de là en se disant « c'est intéressant ». Ce que j'ai surtout envie d'un point de vue pratico-pratique, c'est que les personnes sortent de là avec un équipement supplémentaire par rapport à ce qu'ils avaient en entrant dans la pièce, c'est-à-dire des équipements supplémentaires pour arriver à se développer eux-mêmes, à prendre conscience de choses par rapport à eux-mêmes et pouvoir être présent, être là en soutien, en développement des personnes autour d'elles, qu'elles soient managers pour leur équipe, qu'ils soient des personnes qui ont des collègues, ou même si on sort un peu de la sphère de l'entreprise, parce que finalement ce sont des relations humaines et des humains, qui puissent juste avoir des outils supplémentaires pour être présents et en soutien et accompagner dans le développement des personnes autour d'elles. On va voir comment intégrer le coaching dans une stratégie de développement professionnel cohérente. C'est ça. On va voir comment éviter les usages aussi contre-productifs du coaching Exactement. et maximiser Très son important. impact réel. Très important. Ça serait le point clé, je pense Très aussi. important. Quels indicateurs et leviers activer pour optimiser son utilisation? Mhm. Tu as des ateliers que tu as prévus pour ça? C'est ça l'idée, c'est de reprendre des éléments que je donne déjà ou que je peux avoir dans mes discussions et encore une fois, remettre ça en 1h30 pour que chacun s'y Un retrouve. challenge. Hein. Exactement. On en a parlé juste à l'instant. Comment embarquer manager et collaborateur durablement? Parce qu'encore une fois, on a deux parties C'est ça. qui parfois se positionnent inconsciemment même, je crois, dans une posture d'opposition. Si problème égale opposition. Et ça, c'est peut-être la première chose que tu cherches à casser, non? Mais ça, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup en médiation. Hein. Bah oui, C'est c'est ça, pour la ça que je t'en magie. parle, parce que tu as parlé de C'est ça. médiation tantôt. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, ça, c'est un peu la magie des relations humaines aussi. Des personnes peuvent arriver en étant complètement opposées et repartir après plusieurs heures en étant pas main dans la main, mais en sortant avec quelque chose de satisfaisant, alors quand on les voit, ça l'est vraiment opposé. Je pense que ça, c'est notamment les choses qu'on va voir ensemble. Je pense que tout est dans la relation de confiance. C'est de faire en sorte que la relation soit là. En fait, on pourrait même laisser tomber, je pense, ce qu'on se dit à l'extrême, pour autant qu'il y ait de la confiance. Parce que je suis persuadé que ce qu'on dit est teinté de l'interprétation qu'on en fait par rapport à la façon dont on considère l'autre. Ouais. Si on n'a pas confiance en l'autre, et c'est ce que je vois aussi en coaching, si le collaborateur n'a aucune confiance dans le manager, difficile de faire en sorte que les choses évoluent. Alors, c'est d'abord travailler sur la personne même, faire en sorte qu'il y ait peut-être un peu plus de confiance qui puisse s'opérer, ou bien qu'il y ait des actions qui puissent changer. Tu vois, ça va être ce genre de discussion-là qu'on va avoir ensemble durant cette soirée. C'est pour que les personnes, quand elles regardent leur situation, puissent se dire « Waouh, des situations peut-être qui semblent bloquées ou compliquées, ben, je vais peut-être ressortir avec des outils, que ce soit du savoir-être ou du savoir-faire, nouveau, ou peut-être déjà connus, mais qui vont pouvoir repratiquer dans un autre contexte et qui puissent se sentir plus équipés en sortant de là, ou peut-être avec plus de curiosité pour aller approfondir le sujet. » Alors, tu cherches des sourires. Est-ce que quelque part, tu te rends pas compte aussi que ton métier, finalement, c'est une superbe prévention burn-out? J'aimerais que ça le soit. En tout cas, je vois des personnes qui viennent parfois en disant « Waouh, je me sens épuisé ». Et à la fin de notre discussion, j'ai l'impression qu'elles rentrent
Elle rentre me voir, j'ai l'impression de voir un peu Atlas parfois. Tu vois, Atlas, le Ah titan, ouais, avec la porte la boule. planète. Et elle porte la planète. Et c'est parfois une question de quelle est vraiment ta responsabilité, quel est le poids que tu portes réellement et quelles sont les vraies conséquences de toutes ces responsabilités que tu endosses si jamais ça se passe pas comme prévu. Et tu vois, je dis pas qu'on travaille toujours là-dessus, mais en tout cas, je trouve que on revient souvent à ça et avoir un moment d'exploration sans jugement, pouvoir tout déposer, pas avoir peur du jugement ou des problématiques. Ça fait souvent du bien, je trouve. Et j'ai l'impression que ces personnes sortent avec une boule un peu moins lourde sur leur dos. J'en suis convaincu, ça me donne aussi un espoir et une visualisation que la soirée du 12, tu sais qu'après, ils sont suivis par un moment d'échange en face d'une pizza et d'un bon verre Tout à qu'on fait. échange entre nous. Je pense que les conversations vont continuer à ce moment-là Ah bah ça me ferait de plaisir. façon très intense. Donc, Ça me ferait vraiment plaisir. prévoyez le coup si vous nous entendez, auditeurs et auditrices. Donc, c'est le 12 février 2026 chez Transforma Bruxelles, avenue Jules Bordet, numéro 13. Une inscription est obligatoire sur Eventbrite. L'événement est totalement gratuit. Toutefois, vous payez vos consommations de fin de soirée. Nos sponsors nous offrent bien entendu le verre d'apéritif comme chaque fois. Il y a Q7 comme sponsor et parfois notre asso de Podcast Factory Org. Après le verre d'apéritif, eh bien, on échange, on s'amuse ensemble. Moi, j'aime bien le mot à s'amuser aussi. Bah ouais. Et on finit la soirée par une pizza où chacun paye sa pizza et sa commande. On a 3 questions de rituel de clôture de ce podcast. D'accord. C'est quoi un bon RH pour toi? Moi, ce que je ressens quand tu me dis ça spontanément, c'est une personne qui va arriver à bien mêler les objectifs tangibles, factuels, avec le côté humain. Tu vois, si on regarde un peu les couleurs, t'as rouge vraiment très objectif, et alors t'as rouge-bleu, et puis t'as vert-jaune plus humain. Je dirais que ça arrive à trouver une bonne balance, à être sensible, à savoir écouter ce qui se passe au niveau de l'humain. Parce que si l'humain va bien, je pense les résultats vont suivre. Et même si les résultats ne suivent pas, je pense que l'humain qui va bien trouve des solutions et arrive à s'en sortir et arrive à mieux collaborer. Je pense vraiment les résultats sont très importants et l'humain est aussi très important. C'est trouver la balance, quitte à ce que parfois ça soit plus vers les résultats, mais d'en avoir conscience. Là j'ai peut-être été un peu moins dans l'humain et redescendre un peu dans l'humain. Avoir une sorte de boussole interne consciente entre ces deux niveaux. Je vais aller plus loin en mode poésie. Je dirais que c'est le mélange des couleurs qui va nous rendre plus fort, un peu comme les capitales multiculturelles. Merci pour cette belle métaphore résumée, c'est superbe. Alors, deuxième question, un effet waouh. Moi j'aime bien les belles vues. Je suis fasciné par les vues et surtout quand on est en hauteur. Il y a plusieurs clients pour qui je travaille en entreprise. On prend l'ascenseur, on est assez haut. L'ascenseur ouvre, il y a souvent ce sas de sécurité. Voilà, on passe ce sas. Et là, il y a une belle vue sur Bruxelles, sur des choses. Et là, j'ai vraiment l'effet waouh. Je dis waouh. Et souvent, je fais souvent une blague à la personne avec qui c'est une des premières fois que je la vois. Je dis waouh, quelle vue. J'espère que ça me donne de l'inspiration. Vraiment, ça me met en tout cas dans un bel élan. C'est ça que j'adore, les belles vues. N'importe quel endroit avec des belles vues. Et se retrouver à deux ou en équipe, dans une sorte d'ambiance comme ça. On se fait confiance. Et chill. Ouais, chill. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant. C'est vraiment aller dans une vraie relation humaine, faite de plein de confiance, où on est là vraiment pour le bien l'un de l'autre et c'est clair pour les deux personnes. C'est fantastique. Je retiens 2 mots-clés de toute l'interview. Humain et confiance. Ça me paraît vraiment un leitmotiv privilégié. Ouais, c'est et ça important. mène vers la dernière question. Mhm. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à toutes les personnes qui s'intéressent aux relations humaines en entreprise, les patrons, des RH? Je les inviterais vraiment à rester le plus curieux possible. Et j'entends dire ça pas mal de choses. Donc curieux dans le sens de continuer à apprendre sur soi. Parce que je pense que l'humain est extrêmement complexe. Je pense que qu'est-ce qu'on sait encore de l'humain aujourd'hui? Et voilà, peut-être qu'on ne sait pas grand-chose finalement. C'est peut-être vraiment très peu de choses. Donc de rester curieux, à la fois de continuer à apprendre sur soi, de se remettre en question et de s'ouvrir à l'autre. Et quand on dit s'ouvrir à l'autre, moi j'adore. Tu vois les images où on voit une dame âgée, une dame jeune, ou l'image où on voit un lapin, un oiseau. Tu vois, c'est cette idée que face à une situation, une personne peut voir Selon un son élément. prisme. Voilà, exactement, une autre personne. Et ça, c'est une constatation. C'est aller plus loin, c'est dire, waouh, montrer de la curiosité quand quelqu'un ne pense pas la même chose ou dit ne pas penser la même chose, ne voit pas la même chose que nous. Parce que, en fait, selon moi, on crée une réalité, ou on essaie de créer une réalité en étant seulement ensemble, et pas chacun avec sa réalité, c'est juste une illusion. Et je dis toujours, on évolue plus vite avec des gens différents qu'avec des gens similaires. Voilà, pour autant qu'on arrive à s'ouvrir à l'autre, c'est ça C'est l'idée. exact. Parce qu'autrement, il y a le risque, comme on le voit, de s'opposer en disant, mais moi je vois du blanc, toi tu vois du noir. Exact. Donc il y a un jugement négatif sur l'autre. Exact. Alors que voilà, montrer de la curiosité à tout niveau, je pense que c'est la plus belle chose que je dirais. Et si vous voulez en savoir plus, venez le 12 février, Transforma Bruxelles, à Evert, avenue Jules Bordet 13, inscrivez-vous. Et on sera ensemble pour discuter de tout ça. Dans le test descriptif, vous avez un lien vers un voicemail. Et donc, si vous ne savez pas venir ou que vous avez une question pour Alex, ou une remarque, un commentaire, une gratitude, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, branchez votre micro à l'ordinateur, vous laissez un message vocal, vous pouvez réécouter autant de fois que vous voulez, vous faites OK quand ça vous convient, vous mettez votre email, vous envoyez, je le reçois et je transmets. Et si vous autorisez cela dans le message vocal en disant « j'accepte qu'on diffuse sur les réseaux sociaux », je pourrais bien partager votre voix et votre question sur les réseaux sociaux quand on publie le podcast. Merci de votre Génial. écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode podcast et Charme Meetup. Et Alex, on se voit le 12. Avec grand plaisir, merci beaucoup pour cet échange et au plaisir de voir chers auditeurs et auditrices. À bientôt. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org
avec le sponsor de Transforma BXL, Innovation, Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Love Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube The Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues. You're listening to the Podcast Factory.